Donald Trump exige l'annulation du procès de Benjamin Netanyahou. Les États-Unis ont sauvé Israël et ils sauveront aussi le Premier ministre selon les mots du président américain dont vous venez de parler. Donald Trump qui qualifie même ces procédures judiciaires de chasse aux sorcières ridicules menées contre leur chef du gouvernement en temps de guerre. Ce sont les propos de Donald Trump. On revient avec Christopher Barol. C'est un message très clair et très incisif envoyé par Donald Trump hier. Le président américain a publié un très long message sur son réseau social évoquant le procès de Benjamin Netanyahou, des audiences suspendues durant les 12 jours de guerre et qui devraient reprendre lundi. Breaking news. J'ai été choqué d'apprendre que l'État d'Israël, qui vient tout juste d'avoir l'un des plus grands moments de son histoire, est dirigé avec force par Bibi Netanyahou, poursuit sa ridicule chasse aux sorcières contre son Premier ministre en temps de guerre. Dans la suite de son message, Donald Trump fait l'éloge du Premier ministre israélien. Quelques jours seulement après avoir affirmé être très en colère contre Jérusalem. Bibi n'aurait pas pu être meilleur, plus incisif ou plus fort dans son amour pour cette incroyable terre sainte. N'importe qui d'autre aurait subi des pertes, des humiliations et le chaos. Bibi Netanyahou a été un guerrier, peut-être comme aucun dans l'histoire d'Israël, et le résultat a été quelque chose que personne ne pensait possible, l'élimination complète d'une des armes nucléaires les plus puissantes au monde. À la fin de son poste, le président américain appelle clairement la justice israélienne à arrêter ce procès, qualifié de chasse aux sorcières. Et malgré tout cela, je viens d'apprendre que Bibi a été convoqué au tribunal pour la poursuite d'un procès qui traîne depuis longtemps. Une affaire à motivation politique, uniquement pour lui nuire gravement. Une telle chasse aux sorcières contre un homme qui a tant donné est impensable pour moi. Le procès de Bibi Netanyahou devrait être annulé immédiatement ou il devrait recevoir un pardon. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont sauvé Israël. Et ce sont maintenant les États-Unis d'Amérique qui vont sauver Bibi Netanyahou. Cette parodie de justice ne peut pas être autorisée. Des déclarations qui n'ont évidemment pas manqué de faire réagir en Israël. La plupart des ministres du gouvernement relaient le message de Donald Trump et le rejoignent dans sa demande d'annuler le procès. Plus mesuré, Simcha Rothman, député de la coalition, se dit d'accord avec le président Trump sur un procès, dit-il, motivé par des raisons politiques. Mais il rajoute: il ne revient pas au président des États-Unis d'intervenir dans les procédures judiciaires d'Israël. L'indépendance de l'État d'Israël, tout comme celle de son système judiciaire, sont des valeurs fondamentales pour nous tous. Il en appelle au président de l'État, Yitzhak Herzog, et à la Knesset pour faire annuler le procès. Du côté de l'opposition, les réactions sont évidemment radicalement différentes. Nous avons de la reconnaissance envers le président Trump, mais comme l'a dit Simcha Rothman, un président ne devrait pas s'ingérer dans une procédure judiciaire d'un État souverain. J'imagine que c'est une sorte de compensation qu'il lui accorde, car il va bientôt le faire plier sur la question de Gaza, mettre fin à la guerre. Netanyahou est tellement non coupable qu'il recrute Trump pour annuler son procès. Sur Twitter, Benjamin Netanyahou a remercié Donald Trump pour un soutien jugé émouvant. Le Premier ministre israélien fait actuellement l'objet de poursuites judiciaires dans 3 affaires. Il est accusé de fraude, d'abus de confiance et de corruption. Selon les accusations, le Premier ministre israélien aurait fait adopter des décisions réglementaires en échange d'une couverture médiatique dite favorable. Des décisions qui auraient bénéficié financièrement à certains hommes d'affaires. Des faits niés catégoriquement par Benjamin Netanyahou. Daniel, c'est tout à fait sérieux cette histoire. C'est sérieux, il y a un effet de boule de neige. Ça a été repris et on a appris dans l'après-midi, on a écouté la déclaration de Aaron Barak, l'ancien président de la Cour suprême, qui est le grand prêtre, on va dire, de l'activisme juridique depuis une trentaine d'années. Et cible de la coalition. Oui, non, oui. Enfin, il se passe, mais en tout cas, bref, et il a dit, je suis tout à fait d'accord avec une procédure qui pourrait conduire à un arrangement avec Benjamin Netanyahou. Je regrette qu'on ne l'ait pas fait jusqu'à présent, et on révèle ce soir que Aaron Barak aurait négocié avec l'avocat de Benjamin Netanyahou, Amir Haddad, il y aurait eu des négociations, il aurait fait office de médiateur pour essayer de trouver une solution. Alors ça ne va pas être facile une solution, parce que Benjamin Netanyahou, voilà, par exemple, la solution par exemple d'une amnistie qui passe par le président de l'État, d'une grâce présidentielle, ça passe par le président de l'État, mais au départ, ça ne l'innocente pas. Comment ? Ça ne l'innocente pas. Alors justement, c'est-à-dire qu'il faut que cette démarche commence par Benjamin Netanyahou lui-même et que lui-même reconnaisse sa culpabilité. Ensuite, il peut être gracié. Donc c'est déjà problématique. Donc et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles Benjamin Netanyahou a toujours refusé un accord de compromis, parce que ça l'obligerait à reconnaître une forme de culpabilité quelconque. C'est la raison pour laquelle il peut y avoir des négociations. On n'est pas au bout de nos peines. Il faudra voir si cette démarche
elle s'inscrit dans le cadre de ce grand deal dont on parle avec Donald Trump. Ouais, on verra si ça fonctionne en tout cas ou pas. Et si New York était dirigé par un anti-israélien, Zoran Mamdani a été choisi par les démocrates pour la course à la mairie de la Grosse Pomme. Il est clairement partisan du boycott d'Israël et n'exclut pas d'arrêter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou si un jour il passe par sa ville. Son portrait signé Christopher Barolin. Il sera le candidat démocrate au municipal à New York. Cette semaine, Zoran Mamdani a remporté la primaire de son parti pour les prochaines élections de la ville. Le jeune homme de 33 ans est né en Ouganda de parents indiens. Il a grandi en Afrique du Sud avant d'émigrer aux États-Unis à l'âge de 7 ans. Durant toute la campagne, Zoran Mamdani s'est illustré par sa forte présence sur les réseaux sociaux avec ce genre de vidéos diffusées notamment sur TikTok. Thème principal, le coût de la vie à New York. Mais beaucoup retiennent les positions de Zoran Mamdani sur la guerre entre Israël et le Hamas. Il accuse notamment Israël de commettre un génocide à Gaza et n'a pas de problème avec les termes mondialisés, l'intifada. Cette expression traduit un désir désespéré d'égalité des droits dans la défense des droits humains des Palestiniens. Zoran Mamdani précise que le terme intifada serait utilisé par le musée américain de la Shoah pour qualifier le soulèvement du ghetto de Varsovie contre les nazis. Un terme qui n'est plus utilisé aujourd'hui par le musée. Les intifadas des années 80 et 2000 ont provoqué la mort de plus d'1 millier de juifs en Israël. Ces propos et ces positions valent à Zoran Mamdani de nombreuses accusations d'antisémitisme. Si Zoran Mamdani n'est pas un antisémite, alors pourquoi tous les plus grands antisémites du monde célèbrent-ils sa victoire en ce moment et disent aux juifs de quitter la ville? Lors de sa victoire à la primaire démocrate, Zoran Mamdani tente, semble-t-il, d'adoucir sa position et promet d'entendre tous ceux qui ont une opinion différente de la sienne. Des millions de New-Yorkais ont des sentiments tranchés face à ce qui se passe à l'étranger. J'en fais partie, même si je n'abandonnerai pas mes convictions ni mes engagements fondés sur l'égalité et l'humanité, je vous promets de mieux comprendre les points de vue de ceux avec qui je suis en désaccord et de les confronter en profondeur. Avec plus d'1,3 million juifs, New York abrite après Tel Aviv la plus grande communauté juive au monde. Zoran Mamdani, qui se présente comme un fervent musulman, tente également de draguer cet électorat. Il a affirmé que la lutte contre l'antisémitisme serait une priorité pour lui et qu'il s'engagerait à augmenter de 800% le financement de la prévention contre tous les crimes haineux en général. Allez, on se rend justement à New York où on retrouve Ari Afilalo. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien et vous-même? Eh bien, merci. Très bien. Vous êtes président de la synagogue franco-séfarade dans l'Upper West Side de New York et professeur de droit à l'international à l'université du New Jersey. La première question est simple, est-ce que vous craignez la victoire de Zoran Mamdani à New York s'il devenait maire de New York? Oui, la réponse est très claire. Oui, absolument, je la crains, je ne suis pas le seul. Je la crains en tant que juif, parce que, comme vous l'avez souligné, Zoran Mamdani, d'abord, il ne reconnaît pas l'État d'Israël en tant qu'État juif. Il reconnaît un État qui sera un État de tous ses citoyens et il n'a jamais dénoncé ce fameux Globalized Intifada. Alors malgré ce qu'il peut dire que c'est un cri désespéré, c'est en fait le cri de ralliement de tous les antisémites aux États-Unis. Je travaille dans une université, je peux vous dire que le 8 octobre, ça a duré peut-être 3 minutes, on a eu un petit peu de sympathie, et puis après, c'est passé directement à des accusations très fermes contre Israël. Nous sommes responsables du 7 octobre. Ce même Mamdani déclare avoir commencé sa carrière politique dans une université en étant un des fondateurs d'un mouvement qui est un mouvement absolument antisémite, Students for Justice in Palestine, les étudiants pour la justice en Palestine. Et il a écrit des chansons de rap contre Israël, qui glorifient le Hamas. Ça, c'est en tant que juif. En tant que New-Yorkais, je crains, et je ne suis pas le seul encore une fois, son programme économique et social. Alors il ferait rougir Cuba, Hugo Chavez, Kirchner en Argentine. C'est un programme qui est, je dirais même pas socialiste, c'est un programme qui est très interventionniste au niveau de l'État. Le métro gratuit pour tout le monde. On va plus financer la police, on va prendre les fonds de la police, on va les mettre dans des institutions pour mental health, pour santé mentale. On ne va plus autoriser les loyers à être augmentés. On va avoir des coopératives, des supermarchés d'État qui vont en fait
plutôt distribuer l'alimentation à leurs clients. Alors nous sommes quand même dans la ville qui est la plateforme centrale financière du monde occidental. Nous avons Wall Street, nous avons beaucoup de businessmen. Et alors, Mamdani, comment est-ce qu'il va financer toutes ces belles idées? C'est en augmentant les impôts. Aujourd'hui déjà, le taux marginal d'impôt est 15% à New York. Juste l'État, juste New York. Augmenter même de 2 à 3%, le résultat va être un exode des gens aisés ici à New York et une érosion de la base fiscale. Donc on va se retrouver avec une ville où les Juifs ne seront plus, déjà qui partent beaucoup en Floride, ne se sentiront plus en sécurité, où les gens aisés ne se sentiront plus protégés. Et nous allons vraiment avoir 4 ou 5 années très difficiles avec Mamdani, s'il gagne. Je voulais bien dire s'il gagne au mois de novembre. Oui. Pourtant, il y a des personnalités juives et des juifs démocrates qui craignent aussi Mamdani, il faut bien le dire, mais d'autres qui l'ont félicité, qui soutiennent cette candidature. Vous comprenez je ne sais pas comment le qualifier, mais cette volonté de tendre le bâton pour se faire battre, finalement Personnellement, je la comprends pas. Je comprends qu'est-ce qui cause ce genre de tension. En fait, si vous regardez, si on vous demande pourquoi Mamdani a gagné cette primaire démocratique, et il l'a gagné haut la main, pourquoi l'a-t-il gagné? Alors il y a trois explications. La première, c'est que c'est une explication contextuelle. Il était le candidat qui était le seul candidat un petit peu jeune, un petit peu charismatique contre Cuomo, qui a dû démissionner après des scandales d'harcèlement sexuel. Ça, c'est numéro 1. Mais alors, pour moi, l'explication qui est la plus convaincante, c'est si vous regardez qui a voté pour Mamdani, c'est en réponse à votre question. Mamdani, vous penseriez peut-être, il a bien fait avec des minorités noires, avec les couches sociales, économiques qui sont moins aisées. Non, en fait, c'est tout le contraire. Avec les higher income residents, c'est-à-dire les gens les plus éduqués, les plus blancs, je dirais, de New York, 42% Mamdani, plus les 20% de l'autre candidat de gauche, contre 30% Cuomo, 62 à 30. Pareil avec les middle income residents, 54 à 37. Les étudiants qui ont fini le collège, 65 à 28. Ok. Si vous regardez par contre passer chez les Noirs, 51% Cuomo, 34% Mamdani. Si vous regardez les lower income residents, vous avez 58% Cuomo et à peu près 40% Mamdani. Dans ces couches, disons, socio-économiques, vous trouvez, je dirais, 50% de la population juive de New York. La population juive de New York qui est très libérale, traditionnellement, qui a toujours suivi une philosophie de gauche, surtout par compassion pour les autres, et qui aujourd'hui se retrouve dans une situation d'un grand paradoxe. D'un côté, on veut faire partie de ce mouvement progressiste, qui pour moi ne l'est pas trop, mais ça c'est une autre question. D'un autre côté, c'est un mouvement qui est souvent ouvertement antisémite. Je pense que la moitié des Juifs qui se trouvent dans cette position ont décidé de minimiser, je dirais, le judaïsme, l'influence de leur judaïsme sur leurs convictions politiques et de suivre Mamdani. Je vous donne un exemple. Ma synagogue, rapidement, 95% irait vers Cuomo. Synagogue à côté, je connais très bien le rabbin, qui est plutôt libéral. Dès que Mamdani a gagné cette primaire, l'a invité, lui a tendu la main et l'a soutenu. Effectivement. Merci beaucoup en tout cas Ari Afilalo d'avoir répondu à nos questions et on suivra évidemment de très près ces élections pour la mairie de New York. Merci beaucoup. Merci à vous. Les frères musulmans sont accusés de s'infiltrer partout en Occident, on en a beaucoup parlé sur i24 News, d'avancées masquées, encouragées notamment par l'Iran. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Mohamed Louisi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur, essayiste et ancien militant des frères musulmans. Vous avez d'ailleurs écrit ce livre, Pourquoi j'ai quitté les frères musulmans, paru aux éditions Michalon. D'abord une réaction au choix du candidat démocrate à la mairie de New York. Certains diront que c'est comme choisir une candidate comme Rima Hassan pour Paris. Vous êtes d'accord ? Je crains que ce ne soit que le début d'une série de découvertes au fil des élections aux États-Unis comme en Europe, en France en particulier. Je crains que cette élection ne soit que quelque chose d'annonciateur
de lendemain qui déchantent. Et que des profils comme Mamdani seront des profils avec lesquels, malheureusement, la France et l'Europe, l'Occident en général, va peut-être s'habituer, parce que la démographie y joue beaucoup, parce que le combat idéologique a été gagné au la main par les frères musulmans et par toutes les organisations qui en sont issus, ou alors qui adoptent le même discours et la même grille de lecture et grille de transformation des réalités occidentales. Donc je crains que ce ne soit que le début de lendemain qui déchante. Ça fait partie pour vous des succès de l'entrisme islamiste, notamment de la doctrine des frères musulmans, ces élections de ces personnes, alors c'est pas parce qu'elles sont musulmanes, ces personnes bien sûr, mais qui ont cette rhétorique-là et justement cette vision-là de l'islam? Le combat des idées, paradoxalement, est remporté, pour moi, en tout cas aujourd'hui, par le courant des frères musulmans en Occident et par, en ce qui concerne les Pakistanais, par la Jamaat islamique, qui se retrouve alliée, par exemple, en Grande-Bretagne et en partie aussi aux États-Unis. Donc le combat d'idées est remporté quasiment par ces courants politiques qui puisent leur sève et leur projet politique de l'islam identitaire. Le musulman lambda, qui peut-être ne se trouve pas dans le discours islamiste, le discours frériste, se trouve en quelque sorte otage de lui-même, parce que ça lui appartient aussi de faire son autocritique et de quitter cette idéologie et le projet politique qui est derrière. Mais on va dire les profils qui arrivent aujourd'hui au pouvoir, à occuper un certain nombre de postes, que ce soit à des niveaux, au niveau des élections municipales, législatives, ou peut-être même demain présidentielles, ce sont des profils qui ne sont pas nés en 2000, hein, où c'est vraiment des projets sur lesquels les frères musulmans et les organisations islamistes ont travaillé pendant au moins fin des années 50 du siècle dernier. Donc c'est pas nouveau. Aujourd'hui, ils remportent le combat idéologique. Ils ont la démographie pour eux. Ils ont préparé un certain nombre de profils qu'ils ont placés à divers niveaux, à l'université, dans les différentes sphères de la société, dans les médias, dans les partis politiques. Et puis, on trouve aujourd'hui quasiment, si je parle que de la France, il n'y a pas un seul parti politique qui n'est pas contaminé par l'idéologie islamiste. On a vu par exemple la candidature ou la création du parti politique de Villepin. C'est un islamo-gaulliste comme les islamo-gauchistes. C'est à peu près le même parallèle. Et on trouve même, quand on entend par exemple Marine Le Pen dire que l'islam, en tout cas l'islam dominant aujourd'hui, ou la version de l'islam dominant est compatible avec la République, il commet une grave erreur d'analyse. Vous avez été vous-même militant au sein des frères musulmans pendant 15 ans. C'est quand même une grande partie de vie, on va dire ça comme ça, jusqu'en 2006. Qu'est-ce qui vous a convaincu finalement de quitter les frères musulmans? Pourquoi? C'était un cheminement? C'était soudain? L'adhésion s'est faite en quelque sorte. J'ai été approché comme on approche aujourd'hui des adolescents au collège et au lycée. C'était pas un choix mûrement réfléchi. On est entraîné par un certain nombre d'activités parascolaires, de soutien scolaire et puis les aides sociales et diverses choses que les frères musulmans savent faire. Après, il y a un cheminement à l'intérieur jusqu'à, on va dire, 2003-2004, où les questionnements, surtout avec le contact, vu que j'ai quitté le Maroc en 99, j'arrive dans un contexte européen qui n'est pas le Maroc,
avec une autre culture, avec d'autres codes culturels, avec d'autres littératures, etc. Et là, on s'interroge. Et à titre personnel, je me suis interrogé sur la compatibilité de cette idéologie, notamment sur la dimension on va dire de solliciter le djihad armé au sein de la société française pour changer les choses. Les frères musulmans sont clairs, et d'ailleurs ils l'ont rappelé le jour même du 7 octobre 2023, quand ils ont lancé une fatwa internationale pour le djihad contre les Juifs, contre l'État d'Israël, et à échelle planétaire, là où il y a un Juif, là où il y a un Israélien. Donc c'était un appel, bizarrement, les médias n'en ont pas saisi pour en parler, pour montrer le vrai visage des frères musulmans. Donc me concernant déjà, 2004-2005, j'ai commencé déjà à poser les questions qui fâchent. On a eu plein de débats à l'intérieur de l'IOIF, qui était la branche officielle des frères musulmans en France. Et à ce moment-là, les frères musulmans, en tout cas la direction, n'étaient pas du tout dans un discours pacifique, l'initiant comme le discours qu'on peut entendre de leur propre bouche devant les caméras et les microphones des médias. Donc à l'intérieur de la confrérie, c'est tout un autre discours. C'est un discours qui assume le 4e pilier de l'allégeance aux frères musulmans, c'est-à-dire le djihad armé, pas uniquement contre les juifs, pas uniquement contre les infidèles, mais aussi contre même les musulmans qui ne se revendiquent pas, qui ne revendiquent pas l'appartenance à l'islam politique, qui sont considérés comme des hérétiques ou des apostats. Donc c'était un combat de l'intérieur, et en 2006, quand j'ai vu qu'il n'y a rien à faire de l'intérieur, j'étais aussi dans une sorte de questionnement par rapport à d'autres sujets, et j'ai fini par démissionner de toutes mes fonctions en octobre 2006, et puis j'ai commencé une nouvelle vie d'autocritique intellectuelle, et puis voilà, c'est maintenant, il y a à peu près 18 ans, bientôt 20 ans, de tout ce travail que j'essaye de vulgariser pour aider d'autres personnes à faire leur propre chemin. Merci beaucoup en tout cas Mohamed Louisi, et j'invite donc nos téléspectateurs à lire votre livre Pourquoi j'ai quitté les frères musulmans, retour éclairé vers un islam apolitique, paru chez Michalon. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. On va terminer par une bonne nouvelle. Conséquence directe du cessez-le-feu avec l'Iran, le ciel israélien est à nouveau accessible. Les portes du pays sont à nouveau ouvertes. On va en parler avec vous, Christopher Barolin. Bonsoir. L'aéroport n'avait jamais été fermé aussi longtemps. En effet, c'est la plus longue fermeture de l'histoire de l'aéroport de Tel Aviv Ben Gurion. Jamais l'aéroport n'avait été fermé aussi longtemps, mais vous l'avez dit, les portes d'Israël sont à nouveau ouvertes avec une reprise progressive, puisqu'aujourd'hui, seuls 21 000 passagers ont transité par l'aéroport de Tel Aviv. C'est 2 fois moins que les chiffres quotidiens enregistrés cette année, qui étaient autour plutôt de 45 000 passagers par jour pour cette année 2025. Mais c'est la conséquence logique de cette reprise en douceur, puisque toutes les compagnies étrangères ne sont pas encore revenues en Israël. La première à avoir repris ses vols vers l'aéroport de Tel Aviv, c'est Fly Dubai, un vol hier durant la nuit, avec un accueil plutôt chaleureux de la part de la tour de contrôle de l'aéroport Ben Gurion. Regardez. Dubai 1807 Ben Gurion Tower, Shalom and welcome back. We are happy and honored to have you here again in Ben Gurion. Continue. Depuis, d'autres compagnies étrangères ont repris leur vol vers Tel Aviv. C'est le cas par exemple de Bluebird, la compagnie grecque qui a repris déjà ses vols vers l'aéroport de Tel Aviv Ben Gurion, la compagnie Cyprus Airways ou encore l'autre compagnie chypriote TUS Airways. Et ça va aller crescendo, vous le voyez, avec dès lundi les retours de la compagnie Emirati, Etihad, de la compagnie nationale polonaise LOT et d'Ethiopian Airlines. Air France a annoncé la reprise de ses vols vers et depuis Israël le 7 juillet. Quant au groupe Lufthansa, qui comporte Austrian Airlines, Eurowings et Brussels Airlines, le retour est prévu le 31 juillet. En revanche, il faudra faire pour cet été sans Transavia, sans Wizz Air qui reviendront en septembre. Ryanair et Swissair ont prévu de reprendre en octobre. Et enfin, la compagnie néerlandaise KLM, elle, n'a pas encore annoncé son retour vers l'aéroport de Tel Aviv. Christopher, malgré ce retour des compagnies étrangères, beaucoup d'Israéliens privilégient El Al de peur de se retrouver de nouveau bloqués à l'étranger.
Et ça se voit dans les prix des billets qui flambent pour la compagnie El Al. Évidemment, ce n'est une surprise pour personne. Une enquête menée par les médias israéliens révèle que le prix d'un billet aller-retour s'élevait en moyenne à 1700 shekels par personne, soit environ 430 €. Et j'ai regardé la disponibilité pour les vols Tel Aviv-Paris avec El Al. Le prochain vol disponible n'est que le 8 juillet pour la modique somme de 551 €, soit un peu plus de 2000 shekels. C'est 100 à 200 € de plus que la moyenne des prix pratiqués, même durant les hautes saisons. Des prix qui provoquent évidemment la colère des Israéliens qui accusent la compagnie aérienne de profiter de la situation pour augmenter ses marges, pour faire plus de bénéfices. Et la situation est même pire pour les passagers bloqués à l'étranger qui avaient des vols prévus durant la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran. Des billets qui ont évidemment été annulés à cause de la fermeture du ciel israélien. Ces passagers bloqués à l'étranger étaient prévus sur des vols dits de secours affrétés par la compagnie israélienne, mais ces vols, avec la réouverture du ciel israélien, ont été annulés et ces passagers bloqués à l'étranger ont été invités à reprendre des billets sur des vols réguliers vers Tel Aviv Ben Gurion, avec donc ces prix exorbitants. Les passagers bloqués à l'étranger, évidemment, sont très mécontents de cette histoire, disent se sentir abandonnés, et la compagnie israélienne El Al a promis de se pencher sur cette question sensible. Merci beaucoup Christopher Barolin, c'est noté pour les compagnies qui sont revenues et les prix de El Al. Merci également à vous Déborah Benayoun, merci Mathias Sinbar et merci Daniel Haïk d'être resté pendant 2 heures avec nous dans ce Prime. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, merci à ceux qui sont aussi derrière les caméras, c'est toujours important de les remercier. Restez avec nous, l'information continue sur i24 News.